Dans cette partie, nous allons faire une simulation informatique. On va simuler informatiquement ce qu'il est généralement impossible de faire quand on fait une étude concrète en psychologie. On va regarder ce qui se passe quand on l'a fait plusieurs fois de suite. Quand on l'a fait potentiellement 1000 fois de suite, c'est ce que nous allons regarder ensemble ici. Et on va regarder ce qui se passe quand on refait 1000 fois de suite une même expérience et où on enregistre la même série de scores, ou plus exactement la même série de prélèvements auprès d'un certain nombre de personnes. Naturellement, les scores ne seront pas tous les mêmes à chaque fois, en vertu de cette erreur d'échantillonnage particulière que nous avons discutée auparavant sur la variable aléatoire score d'un même sujet. Et par conséquent, les moyennes que nous allons calculer sur ces groupes, sur ces expériences virtuelles, ne seront pas non plus les mêmes d'une réplication à une autre. Et ce qui nous intéresse, c'est de regarder comment, quand on fait ça, c'est-à-dire qu'on refait la même expérience un grand nombre de fois, où l'expérience est résumée par une moyenne, on va regarder comment se distribuent les moyennes en question. Dans un monde parfait, on s'attendrait à ce que naturellement la moyenne soit toujours la même, puisqu'on teste arbitrairement et artificiellement ici les mêmes sujets avec le même outil, le même test. Mais bien entendu, en vertu de cette erreur particulière de mesure que nous avons déjà discutée, on va voir une variabilité apparaître sur les scores individuels qui aura une répercussion sur la moyenne de groupe que nous obtenons à chaque fois. C'est la distribution de cette moyenne qui nous intéresse parce que si nous sommes capables d'y trouver de la structure, de la régularité, alors peut-être nous saurons dire, dans une expérience où très concrètement on ne pourra faire l'expérience qu'une seule fois, nous saurons dire si la valeur que nous obtenons est étonnante, ou au contraire tout à fait conforme à ce qui était attendu. Donc on veut avoir une intuition dans cette expérience de ce qu'est la distribution d'une moyenne d'échantillons quand on renouvelle artificiellement une même expérience, quand on la réplique. On va prendre comme expérience extrêmement simple, on va prendre le cas de figure de personnes à qui on fait passer un test de QI, par exemple à Weiss. Chaque échantillon va comprendre un certain nombre de sujets, notés n, et on va calculer à chaque fois la moyenne empirique petit x bar sur ce groupe de n sujets. On va prendre en compte le fait que la distribution des scores individuels est celle que l'on connaît bien pour le test d'intelligence, c'est-à-dire une loi normale de moyenne 100 et de variance 15 au carré, ou si vous préférez d'écart type 15, l'écart type étant la racine carrée de la variance comme vous le savez, et on va regarder comment cette distribution que nous connaissons sur les scores individuels peut être mise en relation avec la distribution que nous allons obtenir, attention, sur les moyennes de groupe. C'est cet objet-là qui nous intéresse, c'est la distribution d'une moyenne qui nous intéresse dans cet atelier. Mais vous allez voir, il y a une connexion avec la distribution connue des scores individuels, et c'est ce lien-là qu'il est très important de connaître pour la suite. Regardons cette simulation informatique. Elle représente ici, sous la forme d'un histogramme, ce qu'est la distribution de 1000 moyennes, calculées à chaque fois sur 25 personnes. Donc comprenez bien ce que veulent dire ces paramètres. Ici, le dièse veut dire nombre. Dièse échantillon, ça veut dire nombre d'échantillons. Ici, 1000 échantillons, c'est-à-dire 1000 expériences, portant à chaque fois sur 25 personnes sont réalisées. Et sur ces 25 personnes, à chaque fois, on calcule une moyenne. Au final, donc, quand je vais cliquer sur le bouton tirer, à chaque fois, ce que cela fait, c'est que cela calcule 1000 moyennes de groupe. Vous en avez une première idée ici sur un premier tirage. Et par commodité, pour nous aider à répondre aux questions qui nous sont posées, sont représentées ici en surimpression la moyenne de cette distribution. Attention, comme cette distribution est une distribution de moyenne d'échantillons, ce que vous avez là est en quelque sorte une moyenne de moyenne. Et ce que vous avez sur la ligne 2, S carré, ici, est la variance de cette distribution de moyenne. Et S est simplement l'écart type de cette distribution de moyenne, autrement dit la racine carrée de la deuxième valeur que nous avions là. Ok, donc on est en train d'étudier la distribution de moyenne d'échantillons que l'on a obtenue en répliquant 1000 fois la même expérience sur 25 sujets, dont les scores sont supposés issus de la même distribution. Chaque individu a un score qui est tiré dans une loi normale de moyenne 100 et d'écart type 15. On est en train de construire une représentation informatique artificielle d'une situation qu'il est bien difficile de reproduire dans la réalité. Ça arrive de temps en temps en psychologie, bien sûr, qu'on renouvelle et qu'on recommence des expériences pour s'assurer que les résultats qu'on a obtenus sont stables, ou que d'autres chercheurs dans un autre laboratoire font cette réplication.
mais bien rarement on peut la répliquer un aussi grand nombre de fois. Donc ici, c'est l'informatique qui nous y aide pour nous aider à comprendre comment la moyenne d'un échantillon peut fluctuer et varier au gré des réplications qu'on peut avoir envie de faire. Je clique plusieurs fois sur le bouton tirer ici pour que vous ayez une idée de ce qui peut potentiellement se passer. Vous voyez, ma distribution fluctue et par conséquent, la moyenne et la variance empirique de cette distribution de moyenne changent également. On note au passage que la distribution des moyennes a l'air d'avoir une forme en cloche qui ressemble à la loi normale, et si on superpose la loi normale par-dessus cette distribution, en effet, elle a l'air d'offrir une représentation qui est assez satisfaisante de ce que nous obtenons ici. On va revenir sur ce point un petit peu plus loin. Quoi qu'il en soit, pour la première question qui nous est posée, est-ce que vous avez l'impression que cette distribution des moyennes se distribue selon une loi binomiale ou une loi uniforme, ou une loi normale, ou une loi multinomiale? Là, au fond, la réponse vient plutôt par exclusion, tant qu'on n'a pas avancé quelques arguments théoriques pour pouvoir dire qu'en effet, la loi normale est un bon modèle ici. Ça n'est pas une loi binomiale. Pourquoi? Parce que la loi binomiale est une loi pour des données numériques discrètes et discontinues. Ça veut dire qu'on l'aurait représenté par des bâtons fins, avec des intervalles d'une unité à chaque fois entre chaque valeur contiguë. À l'évidence, ce n'est pas le cas. Ici, nos données sont continues, bien sûr. Qu'elle se distribue selon une loi uniforme, ça n'a certainement pas la forme d'une loi uniforme, vous en conviendrez. Qu'elle se distribue selon une loi multinomiale, non, c'est une loi aussi pour les comptages et les variables numériques discrètes ou les catégories, par conséquent ça n'est pas approprié ici. Par exclusion, nous choisissons la loi normale. Mais on va argumenter ce point un petit peu plus loin. Maintenant, on vous propose de cliquer plusieurs fois sur le bouton tirer et de regarder autour de combien cet ensemble de 1000 moyennes que nous tirons à chaque fois a l'air de tourner, a l'air d'être centré. Ici, pour ce premier tirage, ma valeur affichée, et vous aurez une autre valeur, puisqu'il s'agit d'un générateur aléatoire, est de 100,0735, mais si j'en tire un autre sous-ensemble, je vois que ça change un tout petit peu. Globalement, si je tire plusieurs fois 1000 échantillons de 25 personnes, sur lesquels sont calculés à chaque fois une moyenne d'échantillons, alors je vois que le M ici, figurant la moyenne de cette distribution de moyenne à chaque fois, a l'air de tourner autour d'une valeur unique qui est la valeur 100. C'est l'impression qu'on peut avoir, mais là encore on pourra le justifier un petit peu plus loin. Vous notez que si jamais ça s'avérait confirmé, cela signifierait que quand on calcule des moyennes sur des groupes, pour peu que ces groupes soient constitués de sujets dont la moyenne de score est de 100, alors ces moyennes d'échantillons ont l'air également de tourner autour de la valeur 100. La moyenne des scores individuels et la moyenne des moyennes de groupe que l'on peut calculer sur eux a l'air d'être la même. C'est en tout cas un point qu'il faudra confirmer plus loin. Pareil, en échantillonnant de manière répétée, en regardant la variance de cette distribution ici, S carré, on peut avoir une idée d'une espèce de valeur centrale, d'une espérance pour cette variance. Et si vous regardez bien, en cliquant un certain nombre de fois, vous verrez que de temps à autre, c'est en dessous de 9, de temps à autre, c'est au-dessus de 9, mais globalement, une valeur centrale pour cette distribution qui contient ou qui est obtenue par des moyennes calculées sur 25 personnes à chaque fois, a l'air d'être la valeur 9. Maintenant, changeons la taille des échantillons. La taille des échantillons, c'est ici qu'on la change. On tire toujours 1000 échantillons, mais cette fois-ci, chacun de ces échantillons contient 75 personnes à chaque fois. Et sur ces groupes de 75 personnes, on calcule une moyenne à chaque fois. Ça nous fait donc pour chaque tirage 1000 moyennes calculées sur des échantillons de 75 personnes à chaque fois. Et on répond à peu près aux mêmes questions. Regardons autour de combien la moyenne de ces groupes, constituée cette fois-ci de 75 personnes, tous issus en score individuel d'une population de moyenne 100 et de variance 15 carré. Quand je clique plusieurs fois pour procéder à cet échantillonnage multiple, j'ai également l'impression que la moyenne de cette distribution des moyennes tourne autour de la valeur 100. Ça n'a pas l'air d'avoir tellement changé. La variance, par contre, si on regarde bien, la variance, elle a l'air d'être plus petite. Cette fois-ci, elle tourne autour d'une valeur qui a l'air d'être plutôt 3. Tout à l'heure, on avait 9 avec des échantillons de 25 personnes. Nous avons maintenant une variabilité de 3
parfois on est un peu en dessous, parfois on est un peu au-dessus, mais globalement nous avons l'air d'apercevoir une espérance de variance, une moyenne de ces variances qui tournent autour de 3. C'est l'une des réponses qui nous est suggérée ici. En tout cas, une variance qui est plus petite que la variance précédente quand nous avions 25 personnes ou 25 scores moyennés seulement. Autrement dit, quand on moyenne plus de scores, ici on en a 75 et non plus 25, autrement dit on en a 3 fois plus, eh bien les valeurs qu'on obtient ont l'air d'être moins dispersées. Elles se ressemblent davantage. La variance de ces nouvelles moyennes, obtenues sur plus de sujets à chaque fois, est 3 fois plus petite. Maintenant, si on change encore la taille de l'échantillon et qu'on la règle à 225, on a 1000 groupes de 225 personnes, cette fois-ci, que nous prélevons. Et on répond aux mêmes questions. On peut avoir la sensation assez nette, quand on clique plusieurs fois sur le bouton « tirer », que cette distribution de moyenne est toujours centrée autour de la valeur 100. Mais que sa variabilité, quand on regarde ici la deuxième ligne de l'affichage numérique, sa variabilité est encore plus faible. En passant de 75 à 225, nous avons encore triplé l'effectif des échantillons sur lesquels nous calculons ces moyennes. Et en triplant l'effectif de ces échantillons, nous avons encore réduit la variance qui était tout à l'heure de 3, avec 75 sujets. Désormais, avec 3 fois plus de sujets, c'est-à-dire 225, nous avons une variabilité qui a l'air de tourner autour de 1. C'est-à-dire 3 fois plus faible. Est-ce qu'on peut rappeler quelle est la distribution d'origine des scores individuels des sujets? Je parle bien des scores individuels ici. Quand je reviens à l'énoncé, les sujets sont qualifiés par leur score de QI, et les scores de QI sont de moyenne 100 et de variance 15 au carré. 15 au carré, ça fait 225. Donc la variabilité initiale des scores était de 225. D'accord. Ce qui nous intéresse, nous, ça n'est pas la variabilité des scores ici dans cet atelier, mais la variabilité des moyennes qu'on peut calculer sur ces scores quand on les groupe par paquet de 25, de 75, de 225, ou à vrai dire de n'importe quel effectif choisi. Si on veut faire le lien entre les deux, on va regarder dans un tableau l'ensemble des valeurs qu'on a cru apercevoir comme étant des espérances pour chacune des statistiques. On représente dans un tableau à 3 colonnes à la fois la taille des échantillons qu'on a prélevés. On a prélevé tour à tour des échantillons de taille 25, de taille 75, de taille 225. Et essayons de résumer ce que cela a produit sur nos statistiques descriptives de la distribution des moyennes. En quoi ça a modifié la distribution des moyennes que d'augmenter progressivement ainsi la taille des échantillons. En particulier, sur la centralité de cette distribution, sur la valeur qui est au centre de cette distribution, qu'est-ce que cela a changé? Je vais appeler cette valeur centrale supposée mu x bar. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça signifie la moyenne vraie des moyennes d'échantillons possibles. La moyenne des moyennes d'échantillons possibles. Autrement dit, quand je calcule plein de moyennes d'échantillons, autour de combien ça tourne en moyenne. Voilà ce que ça veut dire. Quand on avait 25 sujets, cette moyenne nous semblait être, quand on cliquait plusieurs fois sur le bouton tirer, la valeur 100. À vrai dire, c'est cette valeur 100 qui nous est apparue à chaque fois que l'on a augmenté la taille des échantillons. Tout a l'air de se passer comme si l'indice de centralité qui décrit le mieux la position de cette distribution de moyenne ne changeait pas avec la taille des échantillons. Ça a toujours l'air de tourner autour de la valeur 100. Donc quand on s'intéresse à la moyenne des groupes et à l'ensemble des valeurs qu'elle peut prendre, on découvre, empiriquement et intuitivement ici, mais vous pourrez consulter la démonstration dans le manuel de cours, on découvre que cette distribution des moyennes est centrée sur la même valeur que la distribution des scores individuels. Par contre, pour la variabilité de cette distribution, je propose d'appeler ça sigma carré x bar, pour ne pas la confondre avec sigma carré, la variance des scores individuels d'origine, qui était de 225. Nous, ce qu'on a aperçu ici, et ce qu'on a cru devoir deviner en cliquant plusieurs fois sur le bouton tirer, c'est que la variance, quand on prend des groupes de 25, la variance des moyennes que l'on peut obtenir sur un millier de groupes de 25 personnes a l'air de tourner autour de la valeur de 9.
Quand on prend des groupes de 75, qui sont donc 3 fois plus importants en taille que les groupes de 25, nous avons eu le sentiment que cette variance tournait autour de 3. Et quand nous prenions des groupes de 225, la variabilité des moyennes avait l'air de tourner autour de 1. Autrement dit, quand on passait de 25 à 75 en multipliant par 3 les effectifs, nous divisions par 3. Quand on multipliait ici par 3 les effectifs, ici, nous divisions par 3 la variabilité des moyennes. Quand je mets plus de sujets dans les groupes, les moyennes que l'on obtient tour à tour sont moins différentes les unes des autres que quand on met moins de sujets. Quand on met plus de sujets dans nos groupes, les moyennes que l'on obtient sont moins variables que quand on met moins de sujets dans les groupes. Est-ce que ça doit nous surprendre tellement? Au fond, non, pas tellement quand on y réfléchit. Lorsque vous mettez beaucoup de sujets dans un groupe, la moyenne que vous obtenez a toutes les chances de s'approcher de la vraie valeur de moyenne de la population. Et si vous faites ça sur un très grand nombre de groupes, tous de grande taille, ils sont tous proches de la vraie valeur de moyenne de population et par conséquent, ils sont moins variables. A l'inverse, lorsque vous mettez moins de personnes dans un échantillon et que vous faites ça un grand nombre de fois, eh bien vous obtenez des valeurs qui sont moins proches de la vraie valeur de population et qui sont plus variables, plus différentes les unes des autres. Donc on n'est pas surpris de voir que dans les petits échantillons, les valeurs de moyenne estimées sont plus différentes les unes des autres et dans les grands échantillons moins différentes les unes des autres. Mais ce que l'on semble voir apparaître ici est un peu plus poussé que ce jugement ordinal ou simplement ordinal, c'est qu'il semble bien y avoir un facteur multiplicatif exact. C'est-à-dire que quand je multiplie par 3 la taille des groupes, je divise par 3 la variabilité. C'est également ce qui se passe quand on est passé de 75 à 225. On a également multiplié par 3. Et là encore, la variabilité des moyennes s'est trouvée divisée par 3. En réalité, on peut tirer de ça une expression générale et obtenir une expression de la variance sigma carré x bar en fonction de la variance des scores d'origine qui, je vous le rappelle, est de 225. 225 divisé par 25, c'est-à-dire divisé par la taille de groupe par exemple, ça nous donne exactement 9. 225 divisé par 25, ça fait 9. 225 divisé par 75, c'était notre deuxième taille de groupe, ça fait 3. Et 225 divisé par 225, bien sûr, ça fait 1. Autrement dit, ce qui apparaît intuitivement ici, et on peut le démontrer formellement, c'est que quand on s'intéresse à un objet de mesure qui est la moyenne d'un groupe, cet objet, on le sait, variable, c'est-à-dire que quand on réplique un grand nombre de fois la même expérience, on n'obtient pas exactement la même moyenne à chaque fois, même si c'était les mêmes sujets dans les mêmes conditions avec le même outil de test. Mais cette variabilité que l'on obtient sur l'estimateur de variance est liée à la variabilité des scores d'origine et est liée à la taille des échantillons qu'on prélève. Très exactement, la variabilité de ces moyennes est égale à la variabilité des scores individuels divisé par la taille des groupes qu'on prélève. Et on peut mieux mesurer cette différence qui existe entre la variabilité des scores et la variabilité des moyennes en provoquant dans l'affichage ici informatique la distribution des scores d'origine. La courbe grisée que vous obtenez en faisant ça, cette courbe grisée, n'est pas autre chose que la distribution des scores QI de moyenne 100 et de variance 15 au carré, de variance 225. Quand on a prélevé des échantillons de taille 25, je reviens à cette taille d'effectif pour avoir un graphique qui soit un petit peu plus lisible, eh bien, vous voyez comment les moyennes de groupe sont moins dispersées que ne l'étaient les scores individuels. Ça ne doit pas nous surprendre. Au fond, quand on calcule des moyennes, vous décidez, en calculant une moyenne sur 25 personnes, de résumer 25 scores par un seul nombre, ce qui fait disparaître une partie de l'information, mais aussi une partie de la différence interindividuelle. Donc on n'est pas surpris de voir que la variabilité de cet objet particulier, qui est une moyenne de groupe, qui est une espèce de score de groupe, on va dire, est moins importante que la variabilité des scores des individus. C'est ce que cet atelier vous permet de découvrir. Là, ce qu'on a vu, c'est que quand on procède à une modification des effectifs, eh bien, sur la moyenne des scores et la moyenne des groupes, on peut dire que la moyenne des groupes
ne change pas quand on modifie les tailles d'effectifs. C'est ce que nous avons aperçu dans notre tableau. Par contre, la variance des groupes, elle, la variance des moyennes de groupe, cette variance diminue avec l'effectif de groupe. C'est ce que nous avons vu dans notre tableau de synthèse. D'une façon générale, si on note n la taille des groupes, on voit que la variance des moyennes est toujours n fois plus petite que la variance des scores. Sigma carré x bar égale sigma carré divisé par n. Et ce résultat-là est vraiment fondamental parce que il nous permet, en conjonction avec le fait que la moyenne vraie ne change pas en fonction des effectifs, et en conjonction avec le fait, c'est ce que nous allons argumenter maintenant, que la distribution que nous avons là, figurée en orange, la distribution des moyennes empiriques, est bien une loi normale, c'est ce qu'on va argumenter maintenant. Ces trois résultats ensemble vont nous permettre d'énoncer quelque chose de fondamental que vous allez considérer comme une brique de base pour tout ce qui va suivre, qui est la distribution exacte d'une moyenne d'échantillons. Regardons ça ensemble, sous la forme d'un résumé. Vous avez ici une petite démonstration que vous pourrez travailler par vous-même et qui explique, à partir du calcul sur les espérances vues en deuxième année, pourquoi en effet, en moyenne, une moyenne d'échantillons tourne bien autour de la vraie valeur de la moyenne des scores, autour de la même valeur que la moyenne des scores. La même démonstration utilisant l'algèbre des espérances et des variances permet de montrer que la variabilité des moyennes d'échantillons est égale à la variance des scores divisée par la taille de l'échantillon. Mais ce qui m'importe ici dans ce résumé, c'est surtout de m'arrêter sur le fait que nous allons écrire explicitement que cette variable aléatoire moyenne d'échantillons suit une loi normale. Elle suit une loi normale et nous pouvons l'argumenter facilement puisque, au fond, qu'est-ce que vous faites quand vous calculez une moyenne d'échantillons? Vous faites une somme de scores fondamentalement. Vous faites une somme de variables aléatoires. Et vous faites une somme de variables aléatoires tirées dans une même distribution, en tout cas dans le scénario que nous avons examiné ici. Derrière, vous divisez par n pour calculer cette moyenne. Mais ça, c'est juste un changement d'échelle. Ça ne va pas changer la famille de distribution. Fondamentalement, quand vous calculez une moyenne, vous êtes en train de faire la somme de n variables aléatoires, indépendantes si les sujets ont été testés séparément et si leurs performances sont en effet indépendantes les unes des autres, et toutes de même distribution si vos sujets peuvent valablement être considérés comme de niveaux équivalents, comme réellement tirés dans une population de niveaux homogènes pour le test considéré. Si ces trois conditions sont avérées, alors vous êtes simplement sous le coup du théorème central limite, et avec un certain nombre de scores moyennés, avec un nombre suffisant de scores moyennés, la distribution des moyennes est simplement une loi normale. Approximativement, cette approximation étant d'autant meilleure que la taille n de l'échantillon est grande. On peut donc résumer l'ensemble des choses qui ont été vues dans cet atelier de la manière suivante. Une moyenne d'échantillon, conçue comme une variable aléatoire, ayant donc sa distribution, x bar, suit une loi normale, dont les paramètres sont d'une part mu, la moyenne vraie des scores individuels, quelle qu'elle soit dans le contexte qu'on considère, et dont la variance n'est pas la variance des scores individuels, mais une valeur qui est n fois plus petite, où n est la taille des échantillons qu'on prélève. Ce résultat que vous avez ici, qui décrit la distribution d'une moyenne d'échantillons, est un résultat fondamental, non seulement pour pouvoir qualifier une moyenne que l'on obtient dans une expérience, on va voir comment un petit peu plus loin, mais surtout parce que c'est une brique de base, vous le verrez, pour construire des statistiques plus sophistiquées.